Bonjour Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous êtes donc le directeur de l'économie circulaire du groupe Manutan, leader européen du e-commerce B2B, spécialiste de la distribution d'équipements pour les entreprises et les collectivités. Tiens, quelle est la place de l'économie circulaire, c'est votre domaine, dans le modèle du groupe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça a pris une place absolument effectivement stratégique. Donc quand on parle d'économie circulaire, globalement on parle de réduction sur effectivement l'empreinte de la ressource naturelle dans notre activité. Et nous, il faut savoir qu'on vend des produits. Donc forcément, c'est des produits qui ont été conçus, qui sont ensuite distribués. Et donc c'est absolument essentiel, si on veut vraiment réduire notre empreinte carbone, de commencer à avoir des produits plus responsables, plus éco-conçus et de promouvoir des services qui permettent de passer plutôt à l'économie de l'usage plutôt qu'à l'économie du produit neuf. Si on prend un petit peu le bilan carbone du groupe, il faut savoir que le scope 3, vous savez, scope 1, scope 2, scope 3, effectivement. Le scope 3, ça intègre les clients, les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants. Exactement. Les fournisseurs, on achète des produits, on les vend, donc c'est 90% de l'empreinte carbone du groupe. Donc ça a désormais une place absolument stratégique, on y reviendra, après avec deux axes, l'axe produit et l'axe service. Mais globalement, si on ne fait pas d'économie circulaire dans une entreprise comme Manutan, on ne peut pas réellement faire sa transition écologique. Mais c'est passionnant parce que c'est comme je pense à Decathlon, tiens. Il y a des entreprises qui vendent des produits depuis leur création. Manutan, c'est 66, c'est ça? Manutan, c'est 1966. Donc c'est presque le modèle économique de l'entreprise qu'il faut repenser, revoir. Alors, il faut totalement le repenser. C'est important d'embarquer tout le monde, d'embarquer tous les métiers et aussi de savoir raconter une histoire. Il se trouve que Manutan, depuis pas mal d'années maintenant, lutte contre ce qu'on appelle les achats sauvages. En fait, la réalité, c'est que parfois, lorsque vous êtes dans l'entreprise, vous achetez beaucoup de choses par lot de 1, 2, 3 produits. Et donc, il y a beaucoup de gaspillage. Il n'y a pas vraiment, effectivement, d'efficacité dans les achats. Et donc, depuis pas mal d'années, on aide nos clients à réconcilier, en fait, économie et écologie en regroupant les achats et en faisant en sorte que ça soit quelque part plus intelligent à ce niveau-là. Donc, on avait déjà en termes logistiques, ça permet d'améliorer le bilan logistique. Évidemment, ne pas avoir en permanence, effectivement, 50 envois. Donc, on faisait un petit peu déjà de la sobriété sans l'appeler comme ça. Et c'est la beauté de l'économie circulaire, c'est qu'on réconcilie économie avec des réductions de coûts et écologie. Et maintenant, c'est effectivement la suite logique. Comment, en aidant nos clients à réduire leurs achats sauvages et donc à réduire leurs coûts, on réduit aussi leurs émissions de CO2. On continue à aider à réduire quelque part, c'est juste la suite logique. Alors, il y a plein de leviers dont on va parler ensemble. Tout à fait. Par exemple, l'éco-conception. Quand on a, je crois que c'est 700 000 références, en catalogue, bon, évidemment, tout ne peut pas être éco-conçu. Donc, c'est quoi? C'est un travail lancé d'interaction, d'itération avec vos fournisseurs? Exactement. Pour les inciter à éco-concevoir? C'est un travail au long cours, c'est un travail collectif. Juste pour donner quelques chiffres, on a aujourd'hui, donc sur la division entreprise, c'est-à-dire toutes les filiales qui vendent aux entreprises, 30 000 produits qui sont soit éco-conçus à partir de matières recyclées, soit reconditionnés, soit de seconde main. C'est à peu près 14% du chiffre d'affaires, ce qui est conséquent. Et pour la division collectivité publique, on est sur 50 000 références et plutôt autour de 20% du chiffre d'affaires. Mais évidemment, on n'y arrive pas tout seul. Encore une fois, on ne conçoit pas beaucoup de nos produits nous-mêmes. Et donc, c'est un travail collectif avec les fournisseurs. On ne va pas juste leur dire merci, au revoir, débrouillez-vous. Comment ça, vous n'êtes pas capable de nous fournir des produits responsables? Donc, on travaille collectivement main dans la main. La principale difficulté, c'est la donnée. Savoir vraiment aider les fournisseurs à faire en sorte qu'ils aient la donnée pour savoir réellement si leur produit, effectivement, est conçu à partir de matières recyclées, où est-ce que les matières ont été extraites, comment on travaille avec eux. Et on travaille avec eux sur une notion de score. Donc, on est en train de travailler sur un score d'environnement une sorte de Nutri-Score sur l'éco-conception ou le bilan environnemental d'un produit. Exactement. Donc, on a un pilote là-dessus. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir le proposer à nos clients pour qu'ils fassent le choix le plus durable, mais surtout travailler main dans la main avec leurs fournisseurs dans une attitude collective et de co-construction pour les aider évidemment à s'améliorer. Et on fait en sorte d'avoir le maximum de fournisseurs de plus en plus éco-responsables. Quelle est la part on cherche souvent les leviers les plus efficaces, les impératifs réglementaires. Vous les voyez à l'œuvre quand une loi entre en vigueur, qu'est-ce qui se met en marche? On les voit à l'œuvre, mais il faut beaucoup de pédagogie et accepter aussi le temps de la mise en place. Si on prend très concrètement les collectivités publiques, il y a cette fameuse loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été portée par la ministre Brune Poirson, votée en 2019. Vous avez un article, l'article 58, qui dit que 25% de pas mal de produits qui sont achetés par les collectivités publiques, comme les tables, les chaises ou autres, doivent être
en cible des produits circulaires, c'est-à-dire des produits reconditionnés, seconde main, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que l'offre n'existe pas en quantité suffisante sur le marché. Donc, il y a cette loi, il faut faire de la pédagogie, il y a ce qu'on appelle un plan national des achats durables qui est porté par l'administration pour être sûr que cet article rentre effectivement bientôt en application. Donc, il faut former, il faut créer l'offre, il faut accompagner. Pour la division qualité publique, pour les entreprises, c'est surtout, le levier, c'est surtout que toutes les entreprises maintenant de certaines tailles ont fait un bilan carbone et les services permettent très concrètement la réduction d'émissions de CO2. Aujourd'hui, on a un service de collecte des produits électroniques usagés. 80% de l'empreinte numérique des entreprises, c'est les terminaux utilisés. Donc, s'ils passent par ce service, ils réduisent très concrètement les émissions de CO2 du groupe dans sa totalité. Oui, on l'a dit, le modèle de Manutan, il repose sur l'achat finalement, sur la possession. Tout à fait. Est-ce que vous allez jusqu'à basculer ce modèle vers l'abonnement, l'usage, puisque quand on parle d'économie circulaire, c'est aussi ça le levier important. Alors on veut être humble et y aller pas à pas, mais c'est la cible, c'est la vision. Aujourd'hui, effectivement, comme on est très proche de nos clients, on a un modèle dit hybride, on fait du digital, mais vous pouvez nous avoir au téléphone et voir des commerciaux, des personnes de terrain. On est au plus proche des besoins d'usage de nos clients. Il y a souvent cette image de la perceuse qui est utilisée 13 minutes dans toute sa vie. Est-ce que le plus intelligent, c'est de vendre une perceuse neuve ou plutôt de louer, effectivement, purement pour l'usage? C'est bien d'utiliser cette image parce qu'on a les travaux d'à côté qui sont plutôt calmes pendant votre interview, donc la perceuse, c'est vraiment la bonne image du jour. Allez-y. Je l'ai fait exprès pour lier avec le contexte. C'est parfait. Et donc, si on veut répondre vraiment aux besoins d'usage de nos clients, écouter leurs besoins, on doit aller vers, effectivement, de la location, de l'abonnement, de la maintenance, ce qui a, effectivement, une empreinte sur les ressources naturelles bien inférieure. Donc, c'est le sens de l'histoire. Ce qui n'est pas si simple, parce qu'il faut changer les habitudes des clients sans les perdre. Exactement. La première barrière, c'est effectivement savoir déjà changer le modèle économique. On peut dire que de la location, si on a les produits, c'est pareil, en fait, ça n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la bonne idée, il faut faire des enquêtes clients, il faut les accompagner, il faut voir quelle est la bonne personne dans l'entreprise qui va acheter un service plutôt qu'un produit. C'est un ensemble de choses derrière, opérationnellement, à déployer. Et c'est ça pour lequel on se bat aujourd'hui, mais c'est ça qui, effectivement, prend du temps et qui n'est pas simple. Quand on parle de réemploi, donc il y a les notions de réparation, de reconditionnement, même de revente d'occasion, ça, c'est des services que vous proposez déjà, que vous allez proposer? Alors, on fait deux choses très concrètement dans les services aujourd'hui. On collecte, je le disais tout à l'heure, les produits électroniques usagés des entreprises et des collectivités publiques, qu'on va ensuite inventorier dans un centre d'insertion professionnelle. Donc, il y a tout un aspect impact social, notamment avec le groupe ARES. Et on va donner la meilleure nouvelle vie, c'est-à-dire que tout ce qui peut être revendu sur le marché de la seconde main va être réemployé. Et par contre, on va faire des dons à des associations et recycler dans le respect de l'environnement tout le reste. On fait aussi, via une filiale néerlandaise qui s'appelle Krausinga sur le marché Benelux, de la location de tout ce qui est utilisé dans les entrepôts et de la revente de produits de seconde main. Donc ça peut être par exemple des transpalettes, pour donner un exemple précis. Et enfin, notre service de collecte de produits usagés, on l'étend maintenant à tout ce qui va être utilisé dans des bureaux, et notamment tout ce qui est mobilier. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment au maximum créer quelque chose autour de la logistique inversée et la seconde vie pour tous les produits dont un client n'a plus l'usage et faire en sorte que ça n'aille pas directement à la poubelle. Vous parliez de la récupération des produits électroniques, c'est pour ça que vous avez racheté ZAC. Exactement. C'est une start-up qui est spécialisée dans la lutte contre le gaspillage. Alors, c'est une start-up que j'ai créée en 2016. Ah bah voilà, vous êtes bien passé pour en parler alors. Voilà, on l'a créé en 2016 avec mon associé Timothée Mével. C'était vraiment notre combat et ça l'est toujours, la lutte contre le gaspillage des produits électroniques. Il faut savoir que c'est à peu près 54 millions de tonnes de déchets électroniques usagés produits dans le monde chaque année. Et c'est 4% de l'empreinte environnementale globale des émissions de CO2 qui sont liées à l'empreinte numérique. Et on a été racheté effectivement donc l'année dernière, un an tout pile, pour aider le groupe à prendre le virage des services de l'économie circulaire. Et c'est aujourd'hui effectivement notre mission à l'intérieur du groupe pour la totalité des marchés, c'est-à-dire 17 pays en Europe. Avec une notion qui est intéressante, qu'on peut réexpliquer, on l'a déjà fait dans cette émission, mais une notion de mine urbaine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est face à des minerais potentiellement en voie d'extinction, qui sont des métaux rares ou des minerais rares. Là, on a vraiment une richesse dans nos tiroirs, dans nos placards. Bien sûr, c'est ça qui est intéressant avec l'économie circulaire, c'est que c'est une méthodologie qui permet de réconcilier quelque part la nécessité économique de faire prospérer une entreprise et l'aspect écologique. Lorsqu'on parle par exemple du fait qu'il faut électrifier un parc de véhicules avec des batteries, mais qu'au total 1% du lithium à l'échelle du monde est recyclé et qu'on importe 89% de Chine et d'Afrique le lithium neuf, si on ne fait pas effectivement de ces mines urbaines une opportunité et qu'on ne voit pas tout ce que le marché de consommateurs que nous sommes a accumulé en termes de métaux rares, tout ceci est un petit peu absurde et malheureusement est plus
sûrement quelque part démo et compliqué à mettre en place. Donc oui, il faut aller chercher ces minerais précieux dans nos tiroirs pour les réinjecter dans l'industrie. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit. À bientôt sur Mispart. Si vous pouvez repartir avec votre perceuse, avec la perceuse. Ça nous arrangerait. Allez, on passe à notre débat de labels complémentaires au programme.